La 911 mal aimée. C'est ainsi que beaucoup la décrivent. Et pourtant, quand on la voit, on se demande pourquoi. Sans doute comme le bon vin, prend-elle un peu, tu vois, de réminiscence. Tout à coup, elle revient en grâce. Salut Cédric. Bonjour Alex, tu as désormais ta chronique. C'est ma 3e fois avec grand plaisir. Et la météo s'améliore à chaque fois. C'est un bonheur de te recevoir. Tes voitures sont somptueuses à chaque fois. Elles brillent de mille feux. C'est parce que je t'amène mes belles. J'ai aussi une poubelle qui me sert de voiture au quotidien, faut pas croire. 996, je le disais, Ouais. elle est née mal aimée parmi les générations de Porsche Mais 911. moi le premier, je détestais à sa sortie. Pourquoi? Parce qu'elle remplaçait la 993 avec ses hanches en bouteille de coca. Et là, on avait quoi? Un truc qui est tout plat sur le côté. Exactement. Avec son regard de grenouille qui a été perdu. On Donc avait le je me sentiment disais- qu'ils avaient effacé les feux ronds. Ouais, c'est quoi ce bordel? Ça ressemble à rien, ça ressemble pas à une Porsche 911. Avec à l'arrière, À l'époque, c'était, tu sais, le bio-design qui avait le vent en Ouais. poupe. Les trucs inspirés de la nature. ah oui, Tu non te mais souviens, ça avait le ton de Ford m'énerver. faisait beaucoup de choses. Ouais. Avec à l'arrière, ça empire Cédric, parce que bien sûr, le Flat 6 est passé d'une motorisation refroidie par air et par huile à une motorisation refroidie par eau. Donc toute la légende de la 911 était sacrifiée. On criait, les passionnés comme moi, au sacrilège, et mon regard est un peu différent aujourd'hui. C'est vrai que les feux arrière, quand tu les observes, mais pourquoi ils sont allés mettre le clignotant ici alors que le bandeau était si joli sur Le les bandeau précédentes? était top, ouais. Mais- On a retrouvé sur la 4S, comme tu sais, ce bandeau, et qui fait le succès de la 4S. Exactement. Mais là, on l'a perdu, ouais, en effet. Malgré tous les deux pots d'échappement, bon, elle est grise, c'était la couleur de lancement. Ouais, gris arctique. Alors, c'est un peu triste, mais les 996 sont presque toujours soit noir basalte, soit gris arctique. Ça manque un peu de fantaisie. Maintenant, moi j'adore parce que c'est une couleur très technique qui, je pense, va très bien à une Porsche. Mais Prend beaucoup- joliment la lumière aussi, le gris métallisé. hein. Ouais, Ça, faut tu vois dire, les ouais. inflexions de carrosserie, c'est... Et quand elle est sale, on n'a pas l'impression qu'elle est si sale que ça. Oui, c'est sans doute la meilleure couleur. À pour moi, les basculer. voitures noires, je peux pas. Qu'est-ce qui tout à coup te fait te l'offrir? Eh ben, l'histoire se passe en plusieurs parties, Cédric. Je vais faire un petit teasing de ce dont on va parler tout de suite après, parce que ça a très mal démarré. Cette voiture, je l'ai depuis un mois. Le deuxième jour où je la Ça fait sors, longtemps. moi je change souvent parce que je suis passionné de tellement de trucs. Le deuxième jour où je la sors, j'ai fait moins de 100 bornes avec cette caisse. Je tombe en panne sur le bord de la route. En plus, j'ai ma fille de 7 ans avec moi. Grosse galère. Ouais, Ça a donc tout donné sauf lieu. le bon moment, quoi. Ouais. Attends, j'ai mis la facture dedans parce qu'on va en parler. Ça a donné lieu à une facture de 9000 €. Ok? Mais qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? 9000. Bah, on va en parler après parce que j'ai envie sur YouTube, tu vois, on a souvent des belles voitures, elles paraissent alléchantes, les prix sont souvent accessibles parce qu'elles commencent à vieillir, on a envie de se les offrir. Bah, j'ai envie de parler du côté réel de la chose, de ce qui peut se passer, de comment ça peut tourner au vinaigre. Bien sûr, parce qu'à chaque fois dans nos émissions, tu sais, tu n'as que le meilleur. Elle est magnifique, elle Ouais. est toute propre, elle est lavée. Et on laisse de côté parfois les cuisines. Là, tu vas nous... Ouais. Et je vais aussi dire pourquoi j'ai encore le sourire. Parce que j'ai encore le sourire après cette facture. Et je suis pas maso. Mais revenons après ce teasing un peu sur le style. Parce que Alors, ouais, raconte-nous. on parlait de l'avant, qui a été fort décrié, ses phares. Bah, il faut se mettre à la place de Porsche. À l'époque, eux savaient que ce qui allait suivre cette voiture, c'était leur SUV, le Cayenne. Et donc, ils voulaient anticiper la sortie de leur 4x4 et créer un regard familial qui puisse s'adapter Et que cette unité... à un SUV. Et évidemment, s'ils avaient juste gardé les feux à la grenouille traditionnelle, bah, sur un SUV, on se demande si ça peut rentrer à... Le Boxster aussi partageait Le ses Boxster feux. aussi. Mais le Boxster, à la limite, il aurait pu reprendre des feux ronds. Mm. Mais le SUV qui a été anticipé et qui a sauvé Porsche avec le Boxster, bah, il fallait un regard qui puisse s'adapter à un SUV. Donc je trouve ça finalement assez bien vu. Et aussi, il y a une volonté de faire des économies parce que la 993, ça leur coûtait une blinde à la produire. Quand ils ont sorti la Boxster et celle-ci avec le même avant, bah, ils ont voulu tout regrouper dans une même unité, ce qui a fait des gains de coûts. Il ne faut pas leur en vouloir faire des gains de coûts parce que peut-être que Porsche n'existerait pas s'ils n'avaient pas fait ces gains de coûts. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ils sont quasiment en bout de cycle.
Porsche va mal. Hein. Ouais. La 993, elle était au bout du bout de la Porsche de 1963, du châssis. Ouais. Voilà. Et elle reste malgré tout une des plus chouettes parce qu'elle est magnifique, elle est au bout du cycle justement de la Porsche 911 Et la des années 60. 928, pareil, bout de cycle, elle est sortie quoi, en début des années 70? Exactement. Ils étaient en bout de cycle. Voiture de l'année. Ouais, voiture de l'année. Ouais. Ce qui était drôle. Et Bref, quand je regarde ces phares aujourd'hui, Cédric, parce que Porsche est revenu depuis au phare rond, parce que tellement c'était décrié. Mais maintenant, à l'avenir, celle-ci sera la seule 911 à avoir son regard bien à elle. Et donc je commence à voir ça différemment. Parce qu'on Alex, trouvait c'est l'air... super, on a envie de l'acheter, ça y est. Tu vois. Non, elle n'est pas encore à moi. Son originalité est devenue quelque chose, Oui. une valeur. Ouais. Et tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur le côté qui est tout droit, il y a moins ce côté bouteille de coca qu'on avait avant. Ben, là aussi, mon regard a changé parce que maintenant, aujourd'hui, 25 ans plus tard, les voitures sont devenues massives, trop larges. Et donc, cette voiture qui est finalement fine, fluette, élégante, ben, j'ai à nouveau un nouveau regard. Les jantes ne sont pas totalement d'origine. Ouais. Hein, Tu sais que qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que j'ai toujours une touche de personnalisation oui, sur je mes vois. voitures. Là, on voit. Ouais. Mais attends, Sabri, c'est un miroir. On peut se regarder dedans, on peut se recoiffer. Ouais, c'est un truc de ouf. Ce sont des jantes Speedline. Ça existe que sur Porsche. Moi, j'adore personnellement. C'est un des éléments, mais on va en parler, qui a déclenché mon coup de cœur, C'est incroyable. qui a fait que je voulais acheter celle-là. Ah ouais, elle était vendue comme ça avec celle-ci ou Alors, neuve, non. Mais quand je l'ai achetée, elle avait ces jantes-là. Moi, j'adore. C'est très de son époque, si tu veux. Ça, ce sont des jantes qui crient la fin des années 90. Elles étaient utilisées en compétition, en endurance, au Mans, par exemple, ces jantes-là. Donc, c'est tout un univers. Oui, qui te parle énormément. C'est des jantes en 3 parties avec ces petits boulons-là. Ouais, ça me parle, ouais. Après, c'est perso, hein, les goûts et les couleurs. Naturellement, mais attends, jusqu'à la valve, elle aussi chromée. Oui. C'est beau. Hein. C'est formidable. Avec des gros boudins de 295 de large. Ah oui, c'est des énormes enveloppes pour l'époque. Elle est fine et fluette, mais quand même, il y a la place pour mettre du 295. En parlant des superbes jantes et surtout des très beaux pneus de la 996 d'Alex. Allo Pneus. Allo Pneus, c'est le leader de la vente de pneumatiques en ligne en France. Des centaines de milliers de pneumatiques livrés. Une notation en plus de 4,6 par près de 40 000 acheteurs. Bref, c'est du sérieux, c'est le leader en France, nous on les adore et c'est évidemment le sponsor de cette émission. Avec le code sans borne, vous nous voyez venir, eh bien vous avez droit à 5% de réduction et vous serez livré de vos pneus dans le centre de votre choix ou à domicile et on peut même vous mettre les pneumatiques sur votre voiture. Quelqu'un peut se déplacer pour vous faire le changement. Elle n'est pas belle la vie? Voilà, en tout cas, n'oubliez pas, Allo Pneus, nous on est ravis de les avoir comme sponsors. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est la forme des poignées de porte qui étaient là aussi très, on dirait des galets, enfin très inspirées de la nature aussi. Hein. C'est très de son époque. Et on a teasé sur la fameuse facture. Ouais, tu veux que je la sorte? Bah ouais, voilà, hein, il faut quand même qu'on puisse... parce que les gens vont se dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? La facture. Ouais, bah, je te montre le bout, regarde, 8 986 €, 93 €. Mais qu'est-ce que tu as changé alors? Bah beaucoup. La panne est due à quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'était assez flippant. Il commence à y avoir tout d'un coup, je suis en train de sortir d'un rond-point, un gros mécanique de broyage, comme si on avait mis des boulons dans une machine à café qui fait... Donc je m'arrête tout de suite. Donc tu as eu l'impression que le moteur s'était cassé J'ai eu peur que ce soit le fameux, mais on va en parler, le fameux roulement IMS. IMS, ça veut dire Intermediate Shaft, et c'est un petit roulement qui malheureusement était mal conçu sur la 996 et aussi la 997 et le Boxster aussi, et qui peut faire défaillance. Et s'il fait défaillance, et ben ça fait typiquement ce bruit-là, ça fait un et le moteur a calé en plus. Et donc moi j'allais pas le redémarrer parce qu'avec ce bruit de l'enfer, je l'ai fait trop remorquer. J'avais peur que ce soit le roulement IMS en effet parce que ça peut arriver sur ces voitures. Même si la génération 1, la 3 litres 4, c'est moins fragile que la 3 litres 6 qui est venue après parce qu'elle a une double rangée de roulement IMS, mais ça peut casser aussi. Je craignais le pire parce que dans ces cas-là, le moteur, faut le refaire complètement. Et la facture, c'est autrement plus que 9 000. On te connaît pour acheter
des modèles souvent bien kilométrés. Oui. Alors que celle-ci, tu la récupères à combien de kilomètres? Écoute, Cédric... Est-ce que tout à coup, tu n'es pas rattrapé par la logique mathématique des voitures très kilométrées? C'est l'inverse. Il y a un truc qui me chiffonnait avec cette voiture. Je l'ai achetée malgré le fait qu'elle a un kilométrage faible. C'est dingue! Je l'ai achetée, elle a 77 000 km. Ce qui est rien en fait. Moi j'ai l'habitude, mes deux précédentes vidéos, c'était 347 000 et 440 000. Non mais c'est à n'y plus rien comprendre. Alors si, on va comprendre. Parce que ce que c'était pas le roulement IMS. C'était beaucoup moins grave. C'était la pompe à eau. L'axe de pompe à eau s'était mis en travers. Les pales de la pompe à eau ont commencé à faire ce bruit de grognement mécanique, ce crrrr. Donc c'était pas si grave comme panne. Une pompe à eau a changé, les courroies avec, le galet tendeur, tout ça. Bon. Mais j'en ai profité pour faire de la maintenance préventive parce que je savais qu'elle avait des trous dans son histoire. Alors d'abord ce qu'il y a à dire sur le kilométrage, je pense que si la pompe à eau a lâché comme ça, c'est parce qu'elle a souffert de ne pas rouler justement. Elle est restée trop longtemps immobilisée. Je crois qu'elle est restée un bout de temps immobilisée. Les voitures n'aiment pas ça et c'est pour ça que j'achète volontiers des voitures qui sont fortement kilométrées et très bien entretenues. Et justement, ça prouve mon point. J'en ai acheté une faiblement kilométrée, qui a peu roulé et voilà. Du coup, elle m'a lâché. 3,4 litres. Ouais. Sa puissance à l'époque. 300 chevaux. Tout rond, ce qui était formidable. Ce qui peut paraître aujourd'hui modeste quand on voit que les 911, certaines ont quasiment doublé. Il y a un secret bien gardé avec cette voiture, la 996. En version 2 roues motrices, boîte 6, en fait, elle est plus légère que sa devancière, la 993. Elle pèse 1300 et quelques kilos. Donc c'est pas une voiture lourde. Et on le sent tout de suite au volant. Elle a une agilité, un toucher de route qui va avec son poids léger. Et du coup, 300 chevaux, crois-moi, c'est bien assez. Et puis une répartition des masses beaucoup plus saine que ne l'était sa devancière. Non, c'est ce qu'on disait aussi à l'époque. Même si le moteur est un peu c'était plus facile à conduire que les anciennes qui étaient très particulières. C'est un peu plus facile à conduire. Chacun décidera si c'est un avantage ou un inconvénient que ce soit facile à conduire, parce que moi j'aime bien un peu la difficulté parfois. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec, parce qu'il y a quand même de la masse à l'arrière. Il faut connaître le mode d'emploi. Par exemple, si l'arrière commence à décrocher en virage, le premier réflexe, c'est évidemment de soulager l'accélérateur. Parce que si ça décroche, c'est qu'on va un peu vite. Mais sauf qu'avec une 911 plus que toute autre voiture, c'est l'inverse qu'il faut. Il faut mettre un peu plus le pied dedans. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on a un transfert de charge qui se fait vers l'arrière. Et l'arrière, du coup, retrouve du grip et revient en ligne. Exactement, la motricité. C'est pas le genre de truc qu'il faut expérimenter sur la voie publique. J'ai eu la chance de faire quelques journées circuit, j'ai expérimenté ça et c'est radical. C'est comme ça qu'on apprend des réflexes. C'est vrai qu'il y a un mode d'emploi en fait. Il y a un mode d'emploi, ouais. Et qui parfois est contre nature. Il y a un truc intéressant à dire sur la répartition des masses. Parce que tu sais, le freinage Porsche est tellement réputé. L'un des meilleurs au monde pour ça. Voilà. En particulier parce que les 911 freinent très bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas parce que les freins sont bons qu'elles freinent bien. Tu sais pourquoi c'est? Il y a un rapport avec la répartition des masses. Évidemment. Mais évidemment. Parce que comme le moteur est en porte-à-faux à l'arrière, ça veut dire qu'on peut mettre beaucoup plus de répartition de freins sur l'arrière. Et donc on peut avoir des freins à l'arrière qui sont plus gros que d'habitude. Et donc une voiture qui freine beaucoup mieux que si la masse était à l'avant. Tu mets tous tes freins devant. Parce que quand on freine, il y a la masse qui va, il y a le poids qui va à l'avant. Et là, il y en a quand même beaucoup qui restent à l'arrière, donc c'est favorable. C'est pour ça qu'elle a très bien marché en compétition aussi. En fait, la science physique est favorable au freinage du 911, quoi qu'il arrive, son architecture... C'est l'architecture qui fait ça. C'était un puits de science. Merci beaucoup. Mais il y a des inconvénients en termes d'inertie polaire, c'est-à-dire la faculté que la voiture a à être en rotation, à prendre un virage. Là, la masse en porte-à-faux à l'arrière, ça favorise pas le virage. Alors que quand on a un moteur central comme le Boxster, par exemple, ça ramène les masses à l'avant. T'es comme un kart. C'est comme si tu as déjà vu des, comment on dit, ice skate, patineurs, les patineurs artistiques. Quand ils font la toupie et qu'ils veulent accélérer la toupie, ils rentrent leurs bras parce qu'ils centralisent la masse et là la toupie s'accélère et après pour ralentir la toupie... Et le triple bouc piqué. Après ils ralentissent la toupie, ils sortent les bras et donc on sent bien que quand on centralise les masses,
et ben, la toupie s'accélère, et c'est-à-dire la voiture peut s'inscrire en virage plus facilement. Et merci beaucoup. Allez, on embarque. C'est toujours marrant quand même de monter. Ah, c'est drôle, attends. On dirait de la pierre. C'est quoi hein? Oui. D'une sorte de granit. C'est marrant, on dirait du granit. Hein? Ouais, complètement. C'est drôle. C'est spé, hein. Tu sens l'odeur. Alors, les téléspectateurs ne peuvent pas sentir, mais je trouve que ça sent le cuir. Ça sent la voiture qui est assez fraîche. Elle a l'option full cuir, tu vois, il y a du cuir sur les contreportes. On devine les surpiqûres, même les poignées, waouh. La planche de bord, tu vois, les surpiqûres, elle est toute en cuir. Ça rehausse vraiment l'intérieur, parce que le problème avec la génération 996, comme les Boxster, c'est qu'il y a eu des économies de fait à l'intérieur. Donc avoir un intérieur full cuir, franchement, ça lui donne un cachet, ça rehausse le tout. Moi j'adore. Ouais, c'est impressionnant. Et alors c'est drôle parce que même les boutons, là aussi on sent la marque du biodesign un peu. Ah ouais, c'est ça. C'était rigolo, tu vois, on ferait plus ça aujourd'hui. Oui. Et en même temps, si quand même, ça c'est une sorte d'héritage, tu sais, des boutons ancestraux de 911. Je ne sais pas si les téléspectateurs savent ce que c'est que ce bouton qui est très particulier au Porsche 911. Ah, raconte-nous. Alors, on a le logo d'un pare-brise avec des pointillés au-dessus et un essuie-glace. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ce bouton rotatif? C'est l'essuie-glace arrière ou pas? Non, il n'y en a pas. C'est par rapport à la vitesse intermédiaire d'essuie-glace. Tu sais, comme quand on met sur le premier cran, oui. Ça fait un coup toutes les 3 secondes. Et c'est jamais la bonne fréquence parce que soit il pleut trop, soit il pleut pas assez. Donc finalement, on ne l'a jamais sur ce cran-là. Et bien sur les Porsche 911, et depuis les années 70, hein, il y a cette fonction où tu as genre 30 crans différents. Tu vois, si tu le tournes avec ta main, Cédric, tu sentiras les petits crans. Tu as 30 crans différents, c'est pour ajuster la vitesse intermittente. Donc en fonction de la vitesse de la pluie. Et ça marche encore super bien. Ouais. C'est dingue. Et bah tu peux varier légèrement la vitesse de l'essuie-glace intermédiaire. Elle n'a pas vieilli. Quand elle est sortie, je me souviens des papiers de l'époque qui disaient ouais, elle est un petit peu plus plastique, machin. Mais en fait, ça bouge pas. Hein. C'est Porsche. Quoi. Ouais, elle est tellement décriée dans les articles et les vidéos, mais quand on est dedans et que c'est full cuir, on est bien. Et puis justement, ce design un peu particulier, c'est drôle. C'est la plus amusante des 911 en fait. Ouais, hein. Elle a son caractère à elle. Alors le volant, c'est moi qui l'ai mis. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le dos tourné 2 secondes, ça y est, il y a plein de changements. Alors ça y est, hein, écoute, ça on s'est lâché. Hein. Où est l'airbag? Tu sais, j'aime bien les voitures un peu vintage et je trouve que la 996 à conduire, elle est étonnamment vintage. Elle se conduit un peu comme une 993 à vrai dire. Et donc je trouvais qu'elle portait bien ses jantes qui sont un peu vintage, son volant qui est un peu vintage. Ça me fait penser, tu sais, à Singer un peu. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que... Alors Singer, ils vont pas mal plus loin. Bien sûr, mais c'est une sorte de même démarche que... Ils utilisent un Momo prototypo comme celui-ci, il me semble. C'est peut-être pour ça que tu y penses. Mais il est beau. Le volant en lui-même, en faisant abstraction, effectivement, certains vont dire, mais attendez, vous êtes fou. Il est gravé Porsche quand même. Mais l'objet est très beau. Oui, les gens qui peuvent dire mais vous êtes fou, c'est que j'ai perdu la fonctionnalité airbag. Et c'est ce qui m'a fait hésiter. Alors pour la revente, j'ai gardé le volant d'origine évidemment. Okay. Et bon, bah écoute, comme j'ai l'habitude de conduire des voitures plus anciennes qui n'ont pas d'airbag, je me suis dit je suis à l'aise avec ça. Et ça c'est marrant, c'était verni. Oui. C'est chic, hein. Ouais. Tu sais, Cédric, je m'aperçois qu'on n'a pas parlé de pourquoi la facture faisait 9 000 €. Alors je vais pas m'éterniser dessus parce que tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était que c'était finalement que la pompe à eau. Mais alors pourquoi j'ai une facture de 9 000 € pour une pompe à eau? Bah, c'est que je suis allé beaucoup plus loin. Elle avait un carnet tamponné, mais les 3 derniers tampons étaient dans des petits garages non spécialistes Porsche. Elle n'avait aucune facture d'entretien, donc je ne savais pas ce qui avait été fait. Okay. Moi, je suis tombé raide dingue amoureux de cette voiture en la conduisant. Je trouve ça fabuleux et donc je compte la garder longtemps. J'ai voulu faire de la maintenance préventive, donc j'en ai profité pendant qu'elle était chez le garagiste pour faire l'embrayage,
l'IMS, parce que l'IMS en fait se fait en même temps que l'embrayage. Qui t'inquiétait en fait. Tu te dis, ouais. voilà, comme ça on repart sur. J'ai fait une réfection de jantes, parce que tu as vu les jantes comme elles brillent. Oh. Bah, en fait, le vernis était en train de se barrer, donc j'ai fait une réfection de jantes. Les pneus, à l'arrière, ils avaient 17 ans. À l'avant, ils avaient 21 ans, les pneus. 21 ans. Mais c'est une voiture qui ne roulait pas, je te dis. Elle a souffert de ne pas rouler. Donc, ça fait 4 pneus. Le caoutchouc devait être craquelé, non? Enfin, complètement. Ouais, ça commençait à craqueler, et puis ça peut être casse-gueule. Voire très glissant, voire... Donc j'ai fait une grosse révision, courroie, bobine, bougie, tout ce qui pouvait être fait, je l'ai fait. Et quand on est chez un spécialiste Porsche et qu'on fait tout ce qu'on peut imaginer bien. faire bien et par anticipation, bah, ça donne 9 000 €. C'est ça la vraie vie de rouler en Porsche. Maintenant, ça veut dire que les années qui vont venir, je vais avoir très peu à faire. Vidange-filtre pendant un paquet de temps. Voilà. Bon, allez, on allume le feu. Roulons. Je vais Alors, ranger ma facture. Il fait un peu chaud. Ouais, on a la clim. Je vais juste ouvrir un petit peu, voilà, c'est chouette. Mais écoute, elle marche vachement bien. La clim, je me souviens, ouais. Alors, elle n'avait pas l'écran à l'époque. Enfin, pas encore. Certaines vont... Cette génération, certaines vont l'adopter ou pas, l'écran central? Ah, l'écran central, si, elle avait en option. Et en fait, souvent, sont plus recherchées aujourd'hui les voitures qui n'ont justement pas cet écran central parce qu'il a terriblement mal daté, mal vieilli. Ok. Mais on peut commander chez Porsche un écran plus moderne qui s'intègre parfaitement, qui comporte CarPlay, Android Auto, etc. Voilà, total. Et puis là, c'est marrant parce qu'il y avait le lecteur CD avec plein de petits boutons. Oui, on a un lecteur CD rigolo. et regarde en dessous, Cédric, on a un range CD. Les Allemands adoraient pouvoir la petite bibliothèque, quoi. On a un range CD et tout, mais remarque qu'on n'a pas de porte-gobelet, tu vois. Parce que pourquoi? Dans la culture allemande, c'est une hérésie de manger et de boire dans sa voiture. La voiture est un temple. Si on veut manger et boire, on s'arrête, on sort de la voiture, on ne mélange pas les deux. Non mais voilà, c'est un énorme débat. Est-ce que tu bouffes dans ton lit ou pas? Oui, c'est ça. Les miennes dans le lit, il y en a qui ça adorent c'est prendre le petit terrible. déj bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Mais, alors je sais plus oui, par où je tu suis veux volontiers aller. provoquant. Regarde, je sais pas si tu peux la filmer. C'est un signe. On a une B10. C'est un signe incroyable. On a une BMW 34 B10. C'est une B10 4 litres. Alors ça, c'est rarissime. Écoute, c'est fou. Ceux qui nous regardent pour la première fois et qui te découvrent ne vont pas comprendre. Oui. Mais tu es heureux possesseur d'une Alpina. Et on en voit une passer juste à côté. On vient de voir sa jumelle, on va dire. Et il y a 3 voitures en France qui circulent, quoi. Ah, j'ai même pas invité les téléspectateurs s'ils veulent voir davantage de mes vidéos. C'est la chaîne qui s'appelle L'Ingénieur Décrypte, où je fais des essais automobiles et des exposés techniques. Et des exposés qui sont, j'allais dire, uniques. Moi, je les connais que chez toi. Tu as une science et une poésie pour en parler qui est fascinante. C'est très gentil, c'est vrai. Et on prend un... Oh, mais il n'y a que des signes. T'as le cabriolet qui est là. T'as vu? C'est sa jumelle en cabriolet. T'as fait exprès. Allez, hop, accélérons un petit peu puis on tournera à gauche. Il y a du couple, hein, même à bas régime. En fait, ce qui est frappant avec ce moteur, Cédric... Ouais. Moi, j'adore. Alors, j'ai déjà eu des 993, j'en ai eu 2. Et malgré que ce moteur était décrié à sa sortie, parce que c'est un moteur à eau, c'est une franche avancée. Il est plus coupleux en bas, il est plus rageur en haut, il consomme moins. À part le problème de fiabilité du roulement IMS qu'on a nommé, c'est vraiment une belle avancée. Parce qu'à l'époque, mais il y avait un nombre de commentaires et d'anti-nouveautés qui étaient mirobolants. On avait quasiment tué la reine d'Angleterre, on part à gauche. La raison pour laquelle Porsche est passé au refroidissement liquide, c'était pas juste un coup de tête, ils se sont réveillés un matin comme ça, c'est que ça permettait de passer à 4 soupapes par cylindre. Parce que avant, avec le refroidissement par air, ça refroidissait pas assez bien et il y aurait eu trop de densité thermique avec les 4 soupapes par cylindre. Moteur, alors, ou de fissures. Et c'était déjà le cas en compétition. Dans les 956 et les 962 utilisés en endurance au Mans, par exemple, dans les années 80, Porsche avait déjà un haut moteur refroidi par eau
parce qu'ils avaient des culasses multi-soupapes, à 4 soupapes par cylindre. Et donc quand ils ont voulu adapter ça pour la route, bah, c'est une technologie qui vient de la compétition chez Porsche depuis les années 80. Donc les puristes auraient pu être ravis, figure-toi. Oui, et puis dire, bah écoutez, puis c'est quand même un bienfait technique et technologique. Ah mais complètement, ça veut dire que le moteur Et on respire part à mieux. droite. Ouais. Euh, C'est étonnant, oui. Là, Ouais. pour le coup, c'est être réactionnaire au vrai sens du terme. C'est-à-dire que je ne veux qu'on ne touche à rien. Alors aujourd'hui, la pilule est passée, notamment parce qu'il y a eu les GT3, toute la lignée qui est venue ensuite. Et donc les gens se sont un peu calmés et ont bien vu les bienfaits du refroidissement par eau. Mais en fait, à t'entendre, ouais, il a fallu qu'il se rachète quasiment une légitimité, une histoire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et tu sens qu'il y a un freinage mordant, incisif. Hein. Ce qu'on sent là en ville au ralenti, c'est déjà le toucher de route. Parce que Cédric, quand on est ingénieur, alors moi je ne suis pas ingénieur châssis, hein, je suis ingénieur motoriste, mais je sais pour avoir parlé à mes collègues ingénieurs châssis qu'il y a deux niveaux d'amortissement. Il y a ce qui s'appelle un amortissement primaire qui contrôle les masses de la voiture dans le virage et un niveau d'amortissement secondaire qui contrôle comment elle réagit aux micro-aspérités sur la route. Et souvent, une voiture de sport a le travers que bien qu'elle contienne bien ses masses en virage, eh bien, elle devient très sèche sur les aspérités. Et ben, ce que Et Porsche, on comprend pourquoi. Ok, ouais, ce que Porsche fait super bien, c'est qu'ils ont une bonne tenue en virage, mais un certain confort de roulement qui lisse les aspérités et qui donne l'impression d'un amortissement sophistiqué, raffiné, coûteux, haut de gamme, j'ai envie de dire. Et c'est un vrai travail, hein. C'est des Ouais. heures et des heures de roulage pour Ah ben, optimiser, complètement. régler. Et ça, c'est avec le châssis sport d'usine, l'option M030 qui est très recherchée, qui fait que la voiture est un peu plus basse. C'est pour ça qu'elle a une très belle assise quand on la regarde de l'extérieur. Elle n'était pas piqueuse aussi, tu vois, il y avait parfois Elle des a une voitures à très cette jolie époque-là assise. qui- Elle est un peu rabaissée, elle est comme ça d'usine. Et les sièges sport Ils te qui tiennent bien. te tiennent très bien, c'est une option assez recherchée aussi. Et elle a un autobloquant, c'est une autre option qui est assez recherchée. C'est tout ça qui a fait que j'ai craqué sur cette voiture. Et j'ai fait le forcing pour être le premier à la voir. Et je l'ai acheté Alors ouais, combien ça coûte tout de suite. C'est vulgaire, Cédric. Non mais on oublie. Non, mais on Attends, est transparent, je on te est rappelle que transparent. c'est toi qui a commencé avec une facture à 9000 Ouais, euros. c'est vrai, je me suis mis dedans tout seul. Je l'ai payé 35 000 et quelques, je ne sais plus exactement. En gros, les 996 C2, elles valent entre 30 et 40 selon état, kilométrage, entretien, configuration. Je pense que c'est une valeur montante. Mais je trouve même ça presque anormalement peu cher. Bah, eu égard des Je me compétences. rends peut-être pas compte, mais non, mais c'est de la vraie bagnole. Hein. c'est une super bagnole. Mais quoi. tu sais pourquoi, Cédric? Les gens flippent à mort à cause du roulement IMS. Parce que, alors d'un côté, ils ont raison de flipper. Parce Donc que tu es en si- train de dire qu'elle est fuie pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'elle. Ah mais les valeurs sont sacrifiées pour ça. Et dans une certaine mesure, c'est compréhensible, parce que si ça arrive à celui qui achète la voiture, eh ben c'est réflexion moteur, c'est-à-dire environ 15 000 euros. Donc grosse facture. Donc tu Par dépenses contre- 35 et tu Par contre, rajoutes 15. eh, Ok. si on réfléchit 2 secondes, le roulement IMS, en fait, c'est une pièce qui coûte 300 euros. C'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Mais une fois qu'on fait l'embrayage, eh ben, le roulement IMS est accessible. Donc en fait, il faut juste faut considérer que c'est une pièce d'usure, le roulement IMS, qui se change en même temps que l'embrayage. Et dès Et lors. ton conseil, c'est de dire attendez, hop, vous repartez sur du neuf. Oui. C'est pour ça que j'ai. Mais alors l'espérance de vie de ce fameux IMS est de combien? C'est typiquement plus que l'embrayage. Donc si tu veux, le problème disparaît dès lors qu'on se met dans la tête qu'il y a juste à le changer en même temps que l'embrayage. Ok. Bon. Et Bah, voilà, ça y est. et c'est pour ça que c'est une affaire. Bon, bah, elle a pris 20 000 euros. Elle Ouais. Cédric, cette explication. j'ai une arme secrète. Regarde, j'ai ces petits Qu'est-ce trucs. que c'est? Tu sais ce que c'est? C'est une télécommande. Alors qu'est-ce qu'elle Mais de télécommande? parking, non? Alors non, ça pourrait être de parking. Mais Ah non, mais attends. vas-y. c'est une télécommande de clapet d'échappement. Oh. Alors c'est encore une modification. C'est Evox. Strictement d'origine, bah, bien sûr. C'est Evox qui fait ça. Ça veut dire que je peux avoir un son civilisé comme on a là actuellement. Ok. Et Mais ça veut dire que si j'appuie sur la télécommande, alors là c'est si t'es civilisé, si j'ouvre le clapet, tu sens la Oula. différence?
Ah oui, t'as réveillé un monstre. Et si on ouvre les fenêtres, ça va être un peu plus. Ah oui, c'est plus la même. Mais c'est dingue, et ça joue sur quoi alors pour que Ah ce bah, soit- en fait, il y a deux lignes d'échappement. Il y a un clapet qui passe soit par des silencieux qui sont quasiment comme d'origine, Ok. ou alors un petit silencieux beaucoup plus libéré. Oh, mais c'est autorisé ça, c'est... Ah, bah, je sais, c'est probablement pas autorisé, mais écoute, changer le volant non plus, foutu pour foutu. Ouais, donc tu te dis, bon allez, ok. C'est Ok. Evox qui fait ça. Je trouve ça très bien calibré et ça permet d'avoir deux voitures en un. Pour Alors, pas- enfin, ça a de la voix, mais moi j'ai connu des voitures ici, des hyper sportifs qui avaient encore davantage de voix. Donc, Oui, je pense que tu... Ça reste utilisable. Ça reste vachement Ouais. raisonnable. Ah mais c'est Oui. tellement joli. Et puis c'est un peu rauque, ça rajoute au côté Ouais, vintage, ouais, ouais, parce ouais, que les c'est 911 chouette. étaient rauques dans les années 70. Ouais. Ça va bien avec la C'est- voiture, c'est je super. trouve. Les aiguilles aussi, c'est marrant parce qu'elles sont sculptées aussi. Elles ont un côté, on dirait des petites. Il y a un côté herbe un peu. Oui, ah tiens, tu verras qu'il y a un clignotant rouge là, c'est parce qu'il y a un capteur de température de culasse qui est en train de merdouiller. C'est une fausse alerte. Tu connais ta voiture par cœur. C'est à changer. Le moteur évidemment est derrière. Il est à peine visible comme d'habitude. C'était pour finir Ah sur une note ouais, un peu marrante, écoute, mais- je peux le montrer aux téléspectateurs, mais franchement, il n'y a rien à voir sous le capot d'une 911. bah, comme Ah, ça. il y a un truc Vas-y, qu'on n'a pas dis-nous, dit. dis-nous. Putain, comment j'ai oublié de dire ça? Mais c'est pour ça que je voulais une première année de 996. Tu sais ce qu'il y a eu, Cédric, dans la première année seulement? Non, les deux premières années. Un accélérateur à câble plutôt qu'un accélérateur motorisé par électronique. C'est-à-dire que mon pied droit, là, quand je fais ça, il est vraiment connecté au moteur. Pourquoi j'insistais pour avoir ça? C'est que dans les années 90, quand on est passé au premier accélérateur motorisé, c'était pas encore très bien fait, c'était pas très subtil, et donc on sent parfois, si on est un peu dans un esprit d'être connecté à son moteur comme je le suis moi, on sent quand l'électronique interfère. Ouais, ok. Elle pense bien faire. Par exemple, si je suis un peu maladroit avec l'accélérateur, on sent que l'électronique lisse ma commande pour pas faire d'à-coup. Ok. Mais moi, j'ai pas envie qu'on lisse mes conneries. Si je suis maladroit avec l'accélérateur, eh ben, j'ai envie de le sentir. Ça fait aussi que par dépollution, quand on change le rapport, par exemple pour passer de seconde en troisième, on lève rapidement le pied sur l'accélérateur, et ben les voitures modernes ne nous laissent pas faire. Parce que le problème en tant que motoriste, quand on lève soudainement l'accélérateur, ça fait un pic d'oxyde nitreux, les NOx. Et ben pour réduire cette pollution-là, l'électronique décide de ne pas suivre la commande de mon pied, de lever brusquement le pied, L'instantanéité, mais elle va mais de lisser. lisser ça. Et ça fait un rev hang, ça s'appelle. C'est-à-dire quand le régime moteur s'accroche un peu sur le régime et ne descend pas comme il Oui, devrait. toi tu vois que ça décroît très, Bah, je veux que très ça vite, décroisse instant- ouais, ouais. rapidement. Parce que comme ça me donne une impression d'un moteur qui est sans inertie, qui est libre. Donc j'ai pas envie de l'électronique qui interfère là-dedans. Ok. Et pour les téléspectateurs, j'ai un petit conseil. Si vous avez un doute sur est-ce que votre 996 a un accélérateur électronique ou pas, parce que sous le capot on voit rien en fait, et ben il suffit de soulever la moquette. Je sais pas si je peux le faire d'ici. Soulever la moquette derrière le siège conducteur et on voit. Je sais pas si tu vois là. Oui, je vois. Eh ben, Attends, je vais mettre la caméra. Tu vois ce qui passe? Et bien ça, c'est l'accélérateur qui passe dans sa gaine. Là, on le voit, l'accélérateur qui passe c'est- sous le siège conducteur. Non mais t'as une connaissance, mais... Et je voulais vraiment une voiture à accélérateur. Et t'as À été câble. regardé derrière ou pas que c'est que... On voit pas grand-chose au niveau capot moteur. Non, mais ce que je veux dire, t'as été Ah, regardé... quand je l'ai... ouais, Ah comment oui, tu- oui. Ah ben c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai soulevé la moquette. Le gars, il se disait, mais pourquoi il, Qu'est-ce qu'il fait il croit que j'ai cherché de la rouille? Non, non. On est sur un tag. Ah écoute, c'est merveilleux. Eh ben, je crois c'est qu'on a tout merveilleux. dit, là, Ouais, hein. on a tout dit. Elle avait une Tiptronic, hein, sinon c'était pas... Alors, Et toi, t'as une boîte méca super. ouais, je voulais vraiment une boîte méca. Le problème avec les Tiptronic, c'est contrairement à la PDK qui est venue après et qui est très bien, formidable. Ouais. la Tiptronic, c'est une boîte à convertisseur de couple qui est une boîte Mercedes, en l'occurrence. C'était une boîte Mercedes. Une boîte Mercedes, ouais. Ouais, ouais. Ah, pardon de pas savoir. Et j'ai déjà conduit une 996 Tiptronic, c'est un pote qui me l'a prêté, mais Et- mon Dieu. Ouais, ah non, non mais. c'était très Alors, très lent. écoute, il y en a qui aiment peut-être, donc je vais pas critiquer. Pour moi, Mais il ça- est fait ça- pour le marché bah, US surtout. ça va pas avec la voiture, parce que c'est une vraie voiture de sport. Une Tiptronic, pour le coup, c'est une boîte qui n'a rien de sportif, donc c'est un mismatch. Ça va pas. Oui, ça fonctionne pas entre eux. Dans une Mercedes, ça va très bien. Alex,
C'est Allez. toujours un bonheur d'être avec toi. Ouais, c'est vraiment. sympa ces moments. Allez, hein, c'est. Mais t'as combien de voitures alors? Parce que c'est. J'en ai 6. 6. C'est un peu beaucoup. Et qu'est-ce qui te plaît là en ce moment? Tu regardes, t'en achètes, t'en Quand je revends. regarde les annonces, Ouais, qu'est-ce qui te... j'évite de regarder les annonces parce que c'est un peu une addiction. Oh, c'est pas une mauvaise addiction, tu sais, il y en a moi je configure plein de voitures pour moi-même. C'est une coûteuse addiction. Écoute, tant que j'utilise pas l'argent du foyer, du ménage, ma femme me dit rien. Ok, bon bah écoute. Si, comme Alex, vous avez envie de nous présenter votre automobile, quelle qu'elle soit d'ailleurs, toutes les histoires sont les bienvenues, eh bien vous prenez contact sur Sambande, sur nos comptes Instagram notamment, et puis vous serez évidemment accueillis devant voilà, les Invalides, en croisant les doigts pour qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui, et puis on partira tous en balade. Merci Alex. Merci Cédric. À bientôt les amis.